Comment retrouver ta liberté de penser, ta liberté d'agir, ou peut-être simplement ta liberté de vivre. Mais du reste, es-tu vraiment ton libre arbitre ? Est-ce que tu as vraiment le libre choix ? Eh bien, c'est ce que je te propose de voir dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, je te partage des connaissances, des trucs, des astuces, des techniques qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie et comportementaliste et j'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur situation, des personnes qui souhaitent s'épanouir pleinement dans leur vie dans tous les domaines, bref, des personnes qui souhaitent réussir leur vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour en parler. Et je pense que, il est difficile de répondre de manière impérative à cette question, simplement oui ou non. Je pense que oui, il est possible de retrouver sa liberté, ça c'est un fait indéniable. Mais est-ce que nous avons vraiment notre libre arbitre ? Est-ce qu'on a vraiment le libre choix ? C'est une question que je te propose d'investiguer maintenant, et je pense que la réponse est non, principalement parce que la première des choses à admettre, c'est que nous avons tous été victimes d'un conditionnement, un conditionnement qui commence dès notre plus jeune âge, qui commence à vrai dire dès la petite enfance, quand on nous amène à la petite école. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour nous conditionner ? La première chose qu'on va t'y apprendre en fait à l'école, c'est l'obéissance. On va t'apprendre que tu dois te soumettre, que tu dois obéir à des règles, comme le simple fait de demander la permission pour te rendre aux toilettes. Et quand on y réfléchit bien, il s'agit en fait d'un besoin naturel, d'un besoin impérieux, comme le fait de respirer ou de manger, que ce besoin finalement ne regarde que toi et ta vessie. Mais quand on t'amène à l'école, on va t'apprendre les choses différemment. On va te dire que tu vas devoir lever la main, que tu vas devoir demander l'assentiment, la permission, l'autorisation de ta maîtresse pour pouvoir te rendre aux toilettes et soulager ta vessie. Et que finalement, la capacité ou non de soulager ta vessie va dépendre d'une tierce personne qui, elle, va décider et qui va avoir le droit de vie et mort sur ta vessie, j'ai envie de dire, et qui va te dire si effectivement tu peux le faire ou pas, ou si tu dois attendre encore, attendre la récréation, attendre la fin du cours, attendre la fin de la journée, etc. etc. Et à bien y réfléchir, c'est complètement fou, c'est qu'on a été d'emblée conditionné à tu dois obéir aux règles qui te sont imposées de manière comme ça totalement extérieure. Et pourquoi je dis qu'effectivement, en termes de libre choix, de liberté, il est possible d'être libre et de véritablement faire usage de son libre arbitre, de son libre choix, mais qu'effectivement, le conditionnement est passé par là, et que ce conditionnement, si on s'en réfère à la définition de Wikipédia, c'est une procédure d'apprentissage qui a du reste été au centre des théories comportementalistes. Ça a été largement étudié, ce conditionnement, notamment par Ivan Pavlov. Pavlov, dont tu as peut-être entendu parler de l'expérience des chiens de Pavlov, où, dans son expérience, Pavlov comprend qu'en fait, il est possible de conditionner une réponse réflexe par rapport à son chien. Il fait ça avec un chien, mais je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais on va voir que c'est tout à fait la même chose avec les êtres humains. Ou avec son chien, il s'aperçoit qu'effectivement, quand un chien on lui présente une boulette de viande, il va avoir une réponse réflexe, celle de saliver. Il va commencer à produire de la salive qui va lui permettre d'assimiler mieux sa nourriture, et que, par exemple, quand il teinte une petite clochette, il n'y a pas de réponse particulière de l'animal, si ce n'est celle de lever sa tête, de regarder en direction du son, peut-être de dresser les oreilles, qui serait peut-être plus une réponse réflexe, peut-être d'alarme, mais disons qu'il n'y a pas ça ne provoque pas chez le chien de réponse particulière par rapport à ça. Et Pavlov va se rendre compte qu'en fait, quand on rapproche ces deux choses-là, c'est-à-dire que quand il commence par teinter sa cloche et puis ensuite par servir la boulette au chien, au début il ne se passe rien, et puis plus il va le faire, et puis plus il va rapprocher ces deux éléments, plus le chien va comprendre que chaque fois que la cloche est teintée, il va recevoir quelque chose à manger. Et pour finir, le simple fait de teinter la cloche permet au chien, génère comme comportement chez le chien le fait qu'il va commencer à saliver, même si la nourriture n'est pas là. Donc le chien va anticiper le fait qu'effectivement je vais recevoir de la nourriture. Donc au simple tintement de cloche, je commence déjà à saliver.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça vient générer, chez nous, on comprend avec la simple expérience de Pavlov qu'effectivement, on a toute une série de choses qui sont conditionnées en nous, qu'on répond à des stimulus, que ça va générer, que ça va créer chez nous des réponses qui vont être stéréotypées. Et l'une des choses qui est très très intéressante aussi dans ce conditionnement et qui va revêtir plusieurs formes, et notamment au travers de ce qu'on appelle l'impuissance apprise, un concept que tu connais peut-être, tu as peut-être déjà entendu parler de cette impuissance apprise. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'impuissance apprise, c'est en quelque sorte un petit programme qu'on va installer dans ton cerveau à l'insu de ton plein gré, qu'on va le faire peut-être de manière volontaire, malveillante, ou peut-être de manière subliminale. Et ce petit programme s'appelle « N'essaye même pas ». C'est un programme du reste que tu peux fort bien installer tout seul, toi-même, comme un grand, et je vais te démontrer comment tout ça s'articule. Alors, si on remonte à l'Antiquité, ce petit programme N'essaye même pas était déjà connu. À l'Antiquité, on avait compris que finalement, pour dresser un éléphanteau, pour faire en sorte que, parvenu à l'âge adulte, il ne tente pas de s'échapper, eh bien, on avait compris simplement quand il était éléphanteau, il suffisait simplement de lui attacher le pied à une corde, la corde à un piquet, et puis eh bien, l'éléphanteau ne dispose pas de sa force à l'état d'adulte. Il essaye d'abord de tirer sur sa corde, il n'arrive pas à la rompre, il n'arrive pas à arracher le piquet, il va essayer 10 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois, et puis au bout du compte, eh bien, l'éléphanteau finit par intégrer le fait qu'il ne peut pas s'échapper, et le petit programme s'insère dans son cerveau en disant « n'essaye même pas, dès que tu es attaché à une corde, eh bien, ça ne sert à rien de perdre ton énergie, tu ne peux pas te libérer. » Et une fois parvenu à l'âge adulte, eh bien, l'éléphant a intégré ceci, et il suffit de lui attacher un pied, un piquet ou un poteau pour que l'éléphant reste tranquillement pendant la nuit et ne tente pas de s'échapper. C'est une technique qui a également été utilisée par les FARC, les FARC qui sont ce groupe de guerrieros colombiens que tu connais peut-être, dont l'activité principale consistait à kidnapper des personnes puis à les rançonner pour pouvoir payer leurs activités contre le gouvernement colombien. Les FARC qui vivaient donc dans la jungle colombienne et qui ne disposaient évidemment pas de locaux, de prisons pour pouvoir enfermer, embastiller les personnes qu'ils avaient kidnappées. Et il s'agissait effectivement de leur instiller ce petit programme N'essaye même pas dans la tête pour faire en sorte qu'ils restent auprès d'eux et qu'ils ne tentent pas de s'échapper dans la jungle. Alors comment est-ce qu'ils s'y prenaient ? Eh bien, une autre façon de le faire, c'était simplement de mettre les personnes à genoux, de leur intimer l'ordre de répéter solo, 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 solo. En espagnol, je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et on faisait répéter ça des milliers de fois à la personne. Et puis la personne finissait par intégrer le fait que je suis seul, je me trouve dans la jungle, personne ne va venir à mon secours, la jungle autour de moi est hostile, je ne sais pas dans quelle direction je dois m'en aller, je ne connais pas les lieux. Et finalement, ma survie dépend de mes ravisseurs. Donc, je ne peux pas m'en aller. N'essaye même pas de t'échapper parce que l'entreprise est périlleuse et il faut que tu restes avec eux, c'est comme ça que tu as le plus de chances de survie. D'accord ? Donc on remarque de nouveau une nouvelle façon d'intégrer ce programme-là. Une troisième expérience dont j'aimerais te parler, qui est tout à fait éloquente par rapport à mon propos, eh bien, c'est l'expérience qui a été conduite par Charis Nixon. Et Charis Nixon a proposé à ses élèves en fait de résoudre des anagrammes. Un anagramme, comme tu le sais sans aucun doute, eh bien, c'est un mot que l'on prend et puis quand on inverse l'ordre des lettres, eh bien, on parvient à trouver un mot différent. Et ce que ne dit pas Charis Nixon, c'est qu'effectivement, elle a constitué 2 listes. Sur la première liste, il y a effectivement 3 mots qui y figurent, et pour les 3 mots, il existe bel et bien un anagramme, un mot différent. Il suffit d'inverser les lettres pour pouvoir trouver le mot en question. Et puis sur la liste numéro 2, eh bien, il y a aussi 3 mots, mais les 2 premiers, eh bien, n'ont aucun anagramme possible. Seul le 3e mot est identique pour les 2 listes. Alors, elle sépare sa classe en 2 groupes. Au groupe numéro 1, elle leur distribue la liste pour laquelle il figure pour chacun des mots un anagramme possible. Et puis pour le groupe numéro 2, elle leur distribue la 2e liste où les 2 premiers mots sont impossibles à trouver. Seul le 3e mot est identique à la première liste. Et bien entendu, aucun des élèves n'a conscience de ce petit stratagème. Et qu'est-ce que nous permet de démontrer cette expérience ? C'est que donc elle leur propose la feuille avec le dos tourné, donc de ne pas regarder la feuille, de retourner tous en même temps la feuille, et puis dès qu'on a trouvé la réponse, eh bien elle propose à ses élèves de lever la main pour signaler le fait qu'ils ont trouvé.
Sans surprise, eh bien, tous les élèves du premier groupe trouvent très rapidement les réponses à tous les anagrammes, alors que les élèves du deuxième groupe, eh bien, cherchent, se creusent la tête, n'y arrivent pas pour le premier, et ensuite le deuxième n'y arrive pas non plus, et puis pour finir, le troisième, eh bien, personne n'arrive non plus à trouver la solution, alors même qu'il s'agit bel et bien du même mot et que tous les élèves du premier groupe le trouvent très facilement. Et ça nous démontre simplement qu'en fonction de notre vécu, des expériences de vie que l'on fait, eh bien, on va intégrer, on va installer ce petit programme. N'essaye même pas. Les élèves qui ont échoué au premier sont frustrés de voir que les autres ils sont arrivés très facilement sans aucun problème. Quand il s'agit du deuxième mot, ils réessayent, ils remettent de l'énergie dans cet effort, mais de nouveau, bien, ils s'aperçoivent que les autres trouvent très facilement et qu'eux n'arrivent pas à trouver la solution. Donc on commence à nourrir un dialogue intérieur de style t'es une pif, t'es nul, t'y arrives pas, t'es un charlot, puis de toute façon ça sert à rien. Puis quand survient le troisième mot, eh bien on n'essaye même pas, le programme est installé, je ne mets aucun effort là-dedans puisque de toute façon je ne suis pas capable de le faire, donc je n'essaye même pas. Alors pourquoi je te donne ces exemples, simplement pour imager le fait que il est très facile d'installer ce petit programme n'essaye même pas, que ce conditionnement survient dès notre plus jeune âge, que tout au long de notre vécu, de nos expériences de vie, eh bien, on va avoir peut-être une propension à installer ce petit programme qui va nous limiter dans nos choix, dans notre capacité à nous développer dans la vie. Et eh bien, peut-être une question à se poser par rapport à ça, c'est quelles sont les croyances que j'ai adoptées aujourd'hui dans ma vie, que j'ai aujourd'hui qui vont me limiter dans mes choix. Quelles sont peut-être les cordes qui me retiennent, à l'image de l'éléphanto, et qui fait en sorte que je n'essaye même pas, que je me limite dans mes choix, qui m'empêchent d'avancer. Ou encore, quelles sont les expériences que j'ai faites qui m'ont conduit à jeter l'éponge, à faire des généralités, à dire de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Et finalement, eh bien, si je n'essaye même pas, effectivement, il n'y a aucune chance que je puisse y parvenir. Donc Jack Canfield disait que ne te soucie pas de l'échec, mais soucie-toi de toutes les occasions manquées lorsque tu n'as même pas essayé. Je pense que c'est une bonne phrase dont il vaut la peine de se souvenir. Donc ça, c'est un premier aspect finalement qui nous limite finalement dans nos choix de vie, dans notre capacité de faire usage de notre libre arbitre, de choisir, de comment nous comporter, de comment nous agissons, comment nous pensons. On est conditionné de cette façon-là. Et puis une deuxième grosse chose qui va nous limiter, c'est ce qu'on appelle le biais de conformité, un biais psychologique qui est très connu, qui a été très étudié aussi, qu'on appelle aussi la pression de conformité. Et le biais de conformité, finalement, c'est le penchant qu'on a tous à suivre l'avis du plus grand nombre pour nous intégrer socialement. On va suivre l'avis du plus grand nombre simplement pour nous intégrer socialement. On va parler également d'instinct grégaire, quand on a un groupe d'individus qui va agir de la même manière, à l'unisson, même sans avoir une direction définie, un petit peu à l'image des moutons de Panurge. C'est une réaction naturelle qui a été largement étudiée en psychologie sociale, notamment par le chercheur Irving Janis. C'est lui qui a mis en lumière dès les années 70 ce concept de pensée de groupe. Et plus proche de nous, on va voir dans un article de Harvard Business Review qui est paru en 2017, on a deux professeurs, Sunstein et Husserl, qui vont remettre en cause cette notion d'intelligence collective, cette notion selon laquelle la somme des connaissances et la sagesse de chacun aboutirait forcément à des meilleurs choix. Et selon eux, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, un groupe finalement va produire plus de mauvaises décisions qu'un individu seul, et ceci en raison de plusieurs phénomènes qui vont intervenir. Alors dans ces phénomènes, on va avoir l'amplification des erreurs individuelles, notamment en ce qui va concerner l'estimation du temps et des ressources allouées à un projet. Plus j'ai de personnes qui ont potentiellement faire des erreurs, et plus ça va amplifier finalement le nombre d'erreurs individuelles dans le groupe, quand on est dans un projet. On va avoir effectivement aussi l'effet de cascade. Si on va avoir un avis dans le groupe qui rencontre un fort engouement de façon fulgurante, la majorité des gens vont s'y ranger. Si tout le monde dit ouais, super, c'est une bonne idée, on se rend compte que la majorité des gens vont se ranger à cette idée-là, simplement par biais de conformité.
On va aussi avoir un effet de polarisation quand on est dans un débat avec deux groupes de personnes qui ont des sensibilités ou des opinions différentes. Par exemple, si on prend en politique les libéraux contre les conservateurs, eh bien, l'effet de groupe va renforcer les oppositions. On va par conformisme au groupe auquel on appartient, eh bien, ça va renforcer notre opposition par rapport à l'autre groupe pour marquer précisément ce sentiment d'appartenance. Et puis également une focalisation sur... on va avoir tendance, quand on est dans un groupe, à focaliser sur ce qu'on sait déjà et une information annexe, on va dire, mais qui est partagée par tous, a beaucoup plus d'impact dans les débats qu'une information qui est cruciale, mais qui serait détenue seulement par une seule personne. Donc le groupe va dire ok, ça on sait déjà, ouais, donc ça c'est important, on va donner de l'importance à quelque chose qui finalement est une information annexe et on va finalement exclure ou ne prêter aucune attention à une information qui pourtant est cruciale, qui pourrait changer la donne, mais qui est détenue par un seul membre, toujours en raison de ce biais de conformité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que, sachant tout ça, on est quand même enclin à ce biais de conformité ? Eh bien, il faut se pencher sur notre passé pour comprendre ce phénomène. À une époque où on était encore des chasseurs-cueilleurs, où le monde dans lequel nos ancêtres ont évolué était hostile, où on s'était précisément regroupé en société, en tribus, en clans pour lutter contre les prédateurs ou contre les autres tribus, les autres clans, de toutes sortes. C'était ce besoin pour satisfaire quelque part ce besoin de sécurité ou on dit aussi que l'union fait la force, c'est bien connu. Donc le fait de se regrouper, ça permet de mettre nos forces en commun et puis d'être plus performant ou d'être plus fort. Et eh bien à cette époque, il était important de maintenir une certaine forme de cohésion sociale au sein du groupe pour assurer la survie commune. Et le simple fait finalement de ne pas être d'accord avec le reste de la tribu pouvait signifier l'exclusion. T'es pas d'accord, tu penses pas comme nous, donc on t'éjecte, tu es banni. Et eh bien cette éjection, cette exclusion sociale, c'est quelque chose que notre cerveau a très bien intégré, même à un niveau archaïque, et qu'on va chercher spontanément l'intégration sociale plutôt que l'exclusion, notamment parce que eh bien l'exclusion sociale, le bannissement, c'est une douleur les plus prégnantes, psychologiquement parlant, quelque chose d'extrêmement douloureux de se sentir exclu socialement. Et pour cette raison, eh bien on va privilégier la cohésion sociale. Finalement, je mets un petit mouchoir sur ce que je pense. Je suis plutôt sur... Je vais nourrir, disons que l'opinion, mon image sociale plutôt que mon opinion personnelle. Et c'est quelque chose qui, effectivement, eh bien, c'est un biais psychologique qui est très présent. On est tous victimes à un moment ou à un autre de notre vie de ce genre de choses. Et du reste, à ce propos, il y a une excellente émission qui est parue sur France 2 et qui relate un essai à l'échelle 1-1. Où ils ont créé de toutes pièces un jeu télévisé, ils l'ont joué comme si c'était pour de vrai, un jeu qui s'intitule Le jeu de la mort, et qui reprend la célèbre expérience de Milgram, qui a du reste valu également un film qui a été fait par Henri Verneuil, I comme Icare, une expérience dans laquelle eh bien, on a cherché à savoir dans quelle proportion les gens étaient prêts à faire des choses contraires à leur volonté, on peut même dire contraires à la morale, en se soumettant simplement à une autorité. On a mis quelqu'un en blouse blanche et puis on a intimé une personne de faire certaines choses et on se rend compte qu'en fait il y a une grande majorité des gens qui vont le faire simplement parce que l'autorité est là, et puis dans ce biais finalement, dans ce conditionnement auquel on a été victime, eh bien on a appris à obéir, à se conformer aux règles, et le résultat eh bien de ce jeu est absolument effarant, et je te recommande vivement de voir ce reportage. Je vais te mettre le lien dans le descriptif de cet épisode afin que tu puisses t'es pas à faire des recherches toi-même, tu vas tomber directement dessus. Et effectivement, bien, c'est absolument effarant de voir ce biais de conformité, ce conditionnement social qui fait que finalement, eh bien, nous sommes parfois, ou certains en tout cas, sont enclins à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites simplement pour respecter le conformisme social. Alors pourquoi les gens ont de la difficulté à s'émanciper, à se lancer dans un projet qui leur tient à cœur ? Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à se positionner dans la vie, à faire preuve d'assertivité ? Pourquoi est-ce que les gens ont tellement de difficultés à changer de vie ou à réaliser un rêve qui leur tient à cœur ? Eh bien, notamment pour les raisons que je viens d'évoquer, ce biais de conformité, ce conditionnement dont on a été les victimes dès notre plus jeune âge, ces petits programmes que nous avons installés ou qu'on nous a installés à l'insu de notre plein gré. Tu dois obéir, il faut, tu dois, n'essaye même pas, etc. Ce genre de choses.
Alors bien entendu qu'il existe encore une multitude de raisons que je ne vais pas évoquer dans cette capsule, sinon effectivement on n'est pas encore couché, hein, mais ce qu'il faut que tu comprennes dans cette capsule, ou plutôt ce dont j'aimerais que tu prennes conscience, eh bien c'est que la majorité de nos comportements se déroulent en fait en mode pilote automatique, qu'il est impossible de changer un comportement dont on n'a pas conscience. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et puisque la majorité de nos comportements, plus précisément de ce qui génère nos comportements, se déroule en dessous de notre seuil de conscience, eh bien, effectivement, si je n'ai pas conscience d'un de mes comportements, je ne peux évidemment pas le changer tout seul. Et pour pouvoir transformer ça, eh bien, ça demande précisément de mettre en lumière nos schémas habituels de comportement, ça demande de les conscientiser, ça demande de les remettre en question afin de pouvoir ensuite introduire les changements là où c'est nécessaire pour les transformer. Ça va demander généralement une intervention extérieure pour ce faire, parce que c'est bien connu, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On voit très bien chez les autres, mais on arrive rarement à voir chez soi, pour pas dire jamais à voir chez soi, simplement parce que, un petit peu comme dans un rétroviseur, mais il y a toujours des angles morts, des choses qui échappent à notre discernement, qui échappent à notre conscience, et qui nous empêchent de ce fait de nous poser les bonnes questions et d'appuyer là où ça fait mal. Alors, je pense que c'est véritablement une question à se poser, et c'est ce que je souhaitais partager avec toi dans cette capsule aujourd'hui. Pour ma part, je suis absolument convaincu que pour réussir sa vie, le passage obligé, ça consiste précisément à acquérir la connaissance de soi, la connaissance de soi qui seul peut te permettre de t'émanciper et de retrouver, de reprendre cette liberté perdue. Et si tu souhaites transformer quelque chose dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te bloque, qu'à l'idée de passer à l'action, tu ressens du découragement, du stress, de l'anxiété ou de la peur, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à venir travailler chez toi. Si d'aventure ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je te mets un lien dans le descriptif de ce podcast et tu peux prendre rendez-vous d'une demi-heure en accédant directement à mon agenda. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement de ta part, ça mange aucun pain, ça mange pas de foin non plus, mais ça te permettra dans tous les cas de repartir les idées claires sur la nature de ton blocage et sur ce sur quoi il convient de travailler pour pouvoir avancer et évoluer dans ta vie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais préparé pour cette capsule, te parler de cette importance de comprendre, d'avoir cette connaissance de soi, cette compréhension de ses mécanismes, de son comportement pour pouvoir retrouver sa liberté, son autonomie, se servir de son libre arbitre, de son libre choix. Si tu as apprécié cette capsule, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager avec ton entourage, ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, prends bien soin de toi. Prends bien soin de tes proches et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.